On va considérer l'interférence d'une onde sonore. Soit une source S, soit un haut-parleur par exemple, qui émet une onde. Cette onde, elle se propage dans un tube pour arriver à un point P. En arrivant au point P, cette onde va se diviser en deux parties. La première, elle va prendre le chemin R1. La seconde, elle va prendre le chemin R2. Le chemin R1 est un chemin fixe. Donc la distance R1 est toujours fixe. Et le chemin R2 peut être modifié. Donc la distance R2 peut être soit augmentée, soit diminuée. Les deux ondes vont se rencontrer au point R. R désigne le récepteur. Donc ces deux ondes qui se combinent au côté opposé sont détectées par un récepteur R. Ce qu'on va faire, c'est d'enregistrer l'intensité reçue par le récepteur. On va remarquer que l'intensité va varier entre une valeur minimale et une valeur maximale selon la différence des chemins R1 moins R2. Donc en variant R2, la différence R1 moins R2 va varier et l'intensité reçue par le récepteur va aussi varier entre une valeur minimale et une valeur maximale suivant la valeur de cette différence. Lorsque la différence delta R qui est égale à R2 moins R1 égale à un entier fois la longueur d'onde lambda de l'onde sonore, n donc est égal à 0, 1, 2, etc., l'intensité sonore détectée est maximale. Lorsque delta R, donc R2 moins R1, est égal à n lambda sur 2 et n est un impair, donc n c'est égal à 1, 3, 5, 7, etc., dans un tel cas, l'interférence est destructive et le récepteur ne détecte aucun son. Une différence de phase donc se produit entre les deux ondes enregistrées par une même source lorsque celles-ci parcourent deux trajectoires de longueur inégale. En effet, ce qui se passe lorsqu'on point P, on divise notre onde initiale. Au ce même point P, on a la même phase. Donc, on va dire que cette phase initialement est égale à 0. Lorsque la première onde se propage suivant le chemin R1, une fois que cette onde arrive au point R, à ce point-là, on aura une autre phase qui est égale à phi1 et cette phase dépend de R1. Et lorsque l'onde 2 prend le chemin R2, arrivant au point R, cette onde-là aura une autre phase qui est phi2. Donc c'est cette différence de phi1 et phi2 va influencer l'intensité. Donc si la différence des deux phases phi2 moins phi1 est égale à 0, dans ce cas on aura une intensité maximale. Si cette différence de deux phases est égale à pi, on aura une intensité minimale. Donc, nous, ce qu'on dit, qu'on peut lier la différence de masse des deux ondes à la phase. Donc, cette différence, une fois qu'elle est égale à 0, lambda, 2 lambda, on aura une intensité maximale. Donc, c'est comme si on dit que lorsque cette différence de phase est égale à 0, pi, 2 pi, on a une intensité maximale. Et lorsque la différence de masse est égale à lambda sur 2, 3 lambda sur 2, 5 lambda sur 2, on aura une intensité nulle. Donc, la différence de phase peut se produire entre deux ondes engendrées par une même source, donc je précise par une même source, lorsque celle-ci parcourt deux trajectoires de longueur inégale. Vous allez revoir cette idée dans le cas des interférences optiques. Mais pour le moment, on va arrêter à ce point. Donc on va dire que delta R égale à 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda. On a une intensité détectée par le récepteur maximale. Et lorsque la différence delta R qui est égale à R2 moins R1 égale à lambda sur 2, 3 lambda sur 2, 5 lambda sur 2, dans ce cas, on a une interférence destructive et le récepteur ne détecte aucun son.
On passe maintenant à la partie 2 de ce chapitre, les ondes stationnaires. Donc on va supposer qu'on a deux haut-parleurs et ces deux haut-parleurs sont orientés l'un vers l'autre et qu'ils émettent des sons ayant les mêmes fréquences et même amplitude. Je précise, même fréquence et même amplitude. Ces ondes se combinent conformément au modèle des ondes en interférence. Donc, je vais considérer le premier haut-parleur qui émet des ondes de type Y1 égale à A sinus Kx moins oméga t et Y2 ça émet A sinus Kx plus oméga t parce qu'on a un qui se propage un vers le haut et l'autre vers le bas. Donc c'est en direction opposée. Pour cette raison, on a Kx moins oméga t et Kx plus oméga t. L'onde résultante va être égale à Y total ou bien Y résultante. Donc c'est l'onde résultante, c'est Y1 plus Y2. C'est le principe de superposition. Donc c'est égal à A sinus Kx moins oméga t plus A sinus Kx plus oméga t. On a sinus P plus sinus Q, donc ça va être égal à 2 sinus P plus Q sur 2 cosinus P moins Q sur 2. Donc Y résultante va être égale à 2A sinus P plus Q sur 2. Donc ça va être égal à 2kx sur 2. Donc kx cosinus P moins Q sur 2. Donc ça va être égal à cosinus de moins 2 oméga t sur 2. Donc c'est cosinus moins oméga t. Donc c'est cosinus oméga t. Parce que cosinus moins alpha égale à cosinus alpha. Donc y résultante c'est égal à 2a sinus kx cosinus oméga t. Y représente la fonction d'onde d'une onde stationnaire. Lorsqu'on observe une onde stationnaire, il ne semble pas y avoir un mouvement dans la direction de propagation de l'une ou de l'autre des ondes initiales. Donc on va développer cette idée dans la partie suivante. On remarque aussi qu'on a découplé la variable spatiale de la variable temporelle. Donc on n'a plus cosinus kx moins oméga t ou cosinus kx plus oméga t. On a maintenant un terme qui est de la forme sinus kx fois cosinus oméga t. On dit qu'on a découplé les variables spatiales et la variable temporelle. Chaque élément du milieu aussi selon un mouvement harmonique simple, donc suivant cosinus oméga t, c'est un mouvement harmonique simple, qui a la même fréquence angulaire oméga, selon le facteur donc cosinus oméga t dans l'équation. L'amplitude du mouvement harmonique simple d'un élément donné, représenté ici par 2a sinus kx, donc l'amplitude de ce mouvement harmonique simple, et de A sinus Kx dépend toujours de la position X de l'élément du milieu. L'amplitude du mouvement harmonique simple d'un élément du milieu, donc de A sinus Kx, a une valeur minimale de 0 lorsque X satisfait la condition suivante, donc lorsque sinus Kx égale à 0, on a une amplitude minimale. Dans ce cas, Kx est égal à 0, pi, 2pi, 3pi, etc. Donc par conséquent, K qui est égal à 2pi sur lambda, donc si on remplace K par 2pi sur lambda, x égale à 0, pi, 2pi, etc. Donc, lorsque k égale à 2pi sur lambda, ces valeurs de kx définissent la position des nœuds, ce qu'on appelle valeur minimale, donc des nœuds. Dans ce cas, x va être égal à 0, lambda sur 2, 3 lambda, 3 lambda sur 2, etc. Ou bien d'une façon générale à n lambda sur 2, où n égale à 0, 1, 2, 3, 4, etc.
Ce sont les positions des nœuds. Donc un nœud, c'est où on a une valeur minimale de l'intensité. Maintenant, l'élément du milieu qui subit le plus grand déplacement possible par rapport à l'équilibre a une amplitude qui est égale à 2a sinus kx et sinus kx doit être égal à plus ou moins 1. Donc l'amplitude maximale est égale à 2a. Donc dans le cas où sinus kx égale à plus ou moins 1. Donc lorsque kx va être égal à pi sur 2, 3 pi sur 2, 5 pi sur 2, ainsi de suite. Ou bien x égale à lambda sur 4, donc en remplaçant k par 2 pi sur lambda, 3 lambda sur 4, 5 lambda sur 4, ou de façon générale, n lambda sur 4 avec n égale 1, 3, 5, 7. On appelle ces positions des ventres. Dans la troisième partie de ce chapitre, on va utiliser un modèle d'analyse pour analyser des ondes ayant des conditions aux limites. Donc la prochaine partie sera un modèle d'analyse des ondes dans des conditions aux limites bien définies.